Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on m'entend mieux. Je me présente, je suis Amina Benmohamed, ingénieure développement partenarial au Carnot ICL et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce webinaire sur le recyclage des batteries lithium-ion. C'est le deuxième webinaire qui est organisé dans le cadre du projet Interreg Greater Green Plus. Il est co-organisé par le Carnot ICL sous la tutelle de l'Université de Lorraine et par l'Umwelt Campus Birkenfeld en Allemagne. Euh, Avant toute chose, voilà, je vais vous faire un petit point, technique. Vos micros et vos caméras sont coupés, c'est normal pour que le webinaire puisse se dérouler au mieux et vous avez en bas de votre écran un petit onglet Q&R pour pouvoir poser vos questions sur toute la matinée, poser vos questions, techniques ou bien aux intervenants. Vous avez, et c'est le truc le plus important puisque ce webinaire vous est proposé en 2 langues, vous avez un onglet interprétation dans lequel vous pourrez choisir votre langue d'écoute. Nous avons des traducteurs qui, traduisent en temps réel ce que vos intervenants vont vous présenter. Donc vous avez le choix entre le français et l'allemand. Et dernière petite info, ce webinaire, il est enregistré, donc vous aurez des replays, le replay en français et en allemand également. Avant de commencer et avant de laisser la place à nos intervenants, je vais vous présenter rapidement le projet Greater Gain Plus. C'est un projet Interreg, donc c'est un projet européen avec un budget de 6,5 millions d'euros. Il a une durée de 4 ans, il a commencé en mars dernier, en 2024, et il va s'étendre jusqu'en 2028. Et son but principal, c'est d'accélérer la transition écologique en développant les green tech dans la grande région. Et cette grande région, vous avez la carte au centre, c'est un bout du Grand Est en France, un bout de la Belgique avec la Wallonie, le Luxembourg, et un bout de l'Allemagne avec la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Nous sommes donc 11 partenaires financiers et 19 partenaires méthodologiques. On a des agences de développement, des grandes universités, des pôles de compétitivité, etc. Donc, qui peut bénéficier de ce projet? Tout simplement tous les offreurs de solutions Green Tech. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des acteurs de recherche, donc des laboratoires, des universités, etc. Et également tous les utilisateurs de ces Green Tech, donc des entreprises également, mais aussi les collectivités territoriales. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inscrits aujourd'hui. Ce projet est aussi à destination des étudiants, des doctorants et des établissements de formation. On a tout un work package sur la formation qui est d'ailleurs, mené par, l'Umwelt Campus Birkenfeld. Donc la finalité de ce projet, on le comprend un peu, hein, c'est de développer un maximum de green tech dans la Also grande da région, de faciliter versuchen l'accès des wir entreprises à ces green tech hier et de favoriser des projets transfrontaliers. Donc cela a pour but d'accroître, pardon, l'attractivité de la grande région et de devenir le leader éventuel de la transition écologique. Ce projet, il tourne autour de 5 grandes thématiques: les énergies propres, la construction et la rénovation durable, les technologies de recyclage, l'eau et l'environnement et la bioéconomie. Et aujourd'hui, on est présent ce matin autour de la thématique de technologie de recyclage puisque ce webinaire porte sur le recyclage des batteries lithium. C'est, un sujet qui intéresse beaucoup. Vous avez été nombreux à vous inscrire et on vous en remercie et j'espère que nos intervenants pourront répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Donc pour résumer un peu, pour pouvoir créer de nouveaux projets dans cette grande région, tous les partenaires, doivent organiser différents événements de veille, de sensibilisation, d'idéation. Donc on a déjà organisé des webinaires, on organise également des grands événements annuels, mais aussi des ateliers d'idéation, et cetera. Voici les 6 intervenants qui vont participer à ce webinaire aujourd'hui, donc tous issus de la grande région, des acteurs de la recherche, mais également des entreprises. Et je vais laisser la parole à Yvonne Merleux, ma collègue de l'Umwelt Campus Birkenfeld, qui va vous dire quelques mots en allemand avant de pouvoir commencer avec Fanny Lambert de l'Université de Liège. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Yvonne, si tu es prête. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Sie hören mich? donc j'espère que vous Ja, herzlich m'entendez. willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Bienvenue, Teilnehmer zu diesem chers, Webinar. participants à ce Von mir webinaire, de mon herzlich willkommen. côté également, Freut mich, dass so viele bienvenue. Je suis teilnehmen. très heureux qu'il y a beaucoup de Ich bin participants hier vom aujourd'hui. Umwelt Campus Je Birkenfeld, viens, verantwortlich für die du Organisation Umwelt des Campus Birkenfeld. Je suis, Community-Projekt. Und responsable de ce projet zusammenarbeite Greater ich Green et mit je suis très heureux de WWL, da pouvoir, das Team von travailler, Marcel Lely avec, für die toute l'équipe de Organisation dieses Marcel et Lee Workshops. aussi, pour Ich möchte l'organisation de auch hier webinaire. noch auf zwei Je weitere veux Veranstaltungen encore parler de 2 hinweisen.
Nous avons 2 événements, qui vont se dérouler cette année puisque nous avons pas mal, d'événements cette année, encore, une liste, donc nous avons, ce webinaire et ensuite nous avons également, proposé un atelier d'idéation de recyclage des batteries. Donc, sur la base du webinaire, pour tous ceux qui sont intéressés, qui peuvent donc être invités s'ils sont d'accord pour vraiment avoir un échange d'idées concernant le recyclage des batteries. Et donc, ce sera certainement en complémentarité avec le projet de la production. Et ensuite, nous avons également encore un événement, un sommet des Green Tech Solutions. Donc, ça sera fait chez nous, sur le campus. Et donc là également, il y aura un échange avec pas mal de propositions de ces solutions techniques. Et donc, là également, nous vous invitons déjà tous. Voilà, ce sera aussi déjà tout de mon côté. J'espère que nous allons tous apprendre beaucoup de choses à ce webinaire. Merci. OK, merci Amina et Yvonne pour cette présentation du séminaire. Nous allons maintenant écouter la première présentation d'Alexandre Chan, qui est professeur à l'Université de Lorraine. Alexandre, donc c'est à toi. Merci bien. Je- Bientôt. Très bien. Merci en tout cas pour cette invitation à parler devant vous de batterie lithium-ion. Je voulais focaliser ma présentation sur la technologie d'électrodialyse. On voit un certain nombre de procédés, très nombreux, pour le recyclage des batteries par voie hydrométallurgique. Et on voit aussi apparaître de nouvelles technologies, des technologies qui sont des technologies matures, mûres pour d'autres applications, mais pas pour l'hydrométallurgie. On les voit apparaître de plus en plus. Et parmi elles, on compte donc la technologie d'électrodialyse. Donc avant de vous présenter cette technologie et son application pour les batteries lithium-ion, je vais vous faire une courte introduction pour vous présenter le contexte. On est donc dans un contexte où on va avoir une émergence forte des batteries lithium-ion pour le stationnaire, mais aussi pour la mobilité électrique, dans le cadre de la transition énergétique. Et ces batteries lithium-ion, comme leur nom l'indique, contiennent du lithium, mais elles contiennent aussi d'autres métaux comme le cobalt, le nickel ou encore le manganèse, et puis du graphite. Alors le lithium, on s'attend donc à une augmentation importante de la production de lithium dans les années à venir. Si on regarde en 2021, on produisait 410 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium, ce qui est déjà une grosse quantité. On s'attend à produire davantage. Ce lithium, il vient principalement d'une zone qui est vers l'Australie, qui est du lithium provenant des roches litinifères de type spodumène, et puis d'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili principalement, peut-être la Bolivie dans un futur proche, pour la production de lithium à partir des saumures. Donc ce lithium, il est utilisé à 80% pour produire des batteries lithium-ion et aujourd'hui à 20% dans d'autres industries comme l'industrie de la céramique, des lubrifiants ou de la métallurgie. Alors ce lithium, il fait des distances incroyables puisque, en fait, comme je vous le disais, il est produit d'une part à partir du Chili, de l'Argentine et puis aussi à partir de l'Australie, mais on produit du lithium, du carbonate de lithium ou de l'hydroxyde de lithium qui n'est pas de qualité batterie. Et ce carbonate de lithium, il est ensuite raffiné en Chine. Donc il va faire énormément de kilomètres pour pouvoir être raffiné et pour pouvoir faire un sel qui peut être utilisé pour produire des batteries. Et la Chine, après l'avoir raffiné, va produire des sels, mais va aussi produire des batteries. Et tout cela sera également revendu un peu partout dans le monde. Alors, on voit mal sur ce graphique, mais en fait, ce qu'il est important de noter, on ne voit pas du tout d'ailleurs, il y a un problème il y a un problème. Ce qu'il est important de noter, c'est que finalement, la Chine est partout, dans toute la chaîne de valeur. Dans le raffinage, je viens de le dire, dans la production des batteries, dans la production des matériaux, également dans la production des véhicules électriques. Et c'est à peu près partout la même chose pour pas mal d'éléments. Et donc, il est important de pouvoir être plus autonome et de développer notre propre chaîne de valeur sur le territoire européen, c'est-à-dire
la production de batteries, la possibilité de produire du lithium sur notre propre territoire, mais également d'avoir des accords avec des pays qui puissent également nous apporter de la matière première pour produire ces batteries lithium-ion dans nos gigafactories. Un moyen de produire nos matériaux, c'est également de pouvoir recycler les batteries lithium-ion, puisque les déchets de batteries lithium-ion sont une source de ressources importante. Alors voici un schéma typique de recyclage de batteries lithium-ion, hein. Dans un premier temps, on a nos batteries lithium-ion usagées que l'on va décharger pour des raisons de sécurité. Et après les avoir déchargées, on va les démanteler pour récupérer les cellules contenues dans les sous-modules contenus dans ces batteries lithium-ion usagées. On va ensuite les mettre dans des déchiqueteurs broyeurs, sous atmosphère inerte ou sous eau, puis démarrer des opérations de concentration physique de façon à pouvoir obtenir une black mass en éliminant les plastiques, le cuivre, l'aluminium contenu par le packaging et les collecteurs de courant. Et puis, on va donc avoir un concentré que l'on appelle black mass qui contient du graphite et aussi les matériaux d'électrode positifs qui contiennent les métaux qui nous intéressent, dans le cas de la NMC, le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse. On peut imaginer une séparation NMC graphite, notamment par flottation, par exemple, pour récupérer un concentré de matériaux d'électrode positifs qui peut être lixivié. Dans le cas de la NMC, on lixiviera avec de l'acide sulfurique en présence de peroxyde d'hydrogène. Et puis ensuite, on pourra avoir des opérations d'extraction, purification, pour arriver à des sels purs. Ça commence par la précipitation de l'aluminium et du fer, l'élimination du cuivre, par exemple, par extraction liquide-liquide, puis l'élimination du manganèse par du D2HPA avec de l'extraction de liquide-liquide à pH environ de 1,5, puis du cobalt à un pH environ de 4,2 par extraction liquide-liquide avec du Cyanex 272. Et ensuite, on peut, par exemple, imaginer soit l'extraction du nickel avec un acide versatique ou un Cyanex, ou encore la précipitation du nickel sous forme d'hydroxyde de nickel, suivi de la précipitation du lithium sur forme de carbonate de lithium qui peut être retransformé en hydroxyde de lithium éventuellement. Et tous ces flux qui sortent de l'extraction liquide-liquide vont conduire à des solutions très pures en manganèse, en cobalt, qui pourront être ensuite cristallisées sous forme de sulfate de cobalt ou sous forme de sulfate de lithium. La difficulté dans ces procédés, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations, ça peut être coûteux, on cherche à réduire les coûts de façon importante. Et deux points assez difficiles dans ce type de schéma de procédé, c'est les pertes de lithium tout au long du procédé, mais aussi la séparation difficile du cobalt et de manganèse qui rajoute un coût supplémentaire. Donc il y a des moyens d'améliorer ce schéma de procédé. Ce schéma de procédé est un parmi d'autres, hein. Il y a des centaines de schémas de procédé dans la littérature. Alternativement, on peut donc penser à avoir l'extraction du lithium plutôt très en avant, non pas à la fin, mais en début de procédé hydrométallurgique, après la récupération de l'aluminium, du fer et du cuivre. On peut imaginer avoir une solution autour de pH 3 qui nécessiterait une récupération du lithium. Mais il y a un nombre limité de technologies pour extraire le lithium, hein. On a l'extraction liquide-liquide avec des solvants, des extractants qui fonctionnent, mais à des pH bien plus élevés. On a des matériaux d'absorption qui ont des capacités d'absorption du lithium qui sont relativement faibles et qui peuvent avoir des difficultés à fonctionner à des pH acides, qui nécessitent de relever le pH à cause de la compétition avec l'extraction des protons. Et puis, on peut imaginer notamment l'utilisation de l'électrodialyse, et c'est ce dont je voulais vous parler. Comment peut-on imaginer mettre en œuvre de l'électrodialyse dans un procédé de recyclage des batteries lithium? Alors, on a fait des essais au laboratoire, hein, en regardant en particulier deux types de membranes cationiques, la membrane sélénium CSO et la membrane Neosepta CMX, en travaillant à pH proche de 2, pH 2,4. On a regardé comment le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse pouvaient passer au travers de cette membrane sous l'influence d'un champ électrique, donc dans une configuration d'électrodialyse. Vous voyez effectivement que on peut avoir une sélectivité vis-à-vis du lithium lorsqu'on utilise la Neosepta CMX comme membrane cationique échangeuse d'ions. Donc ça, c'est plutôt intéressant par rapport à l'utilisation de la sélénium CSO. Le problème qu'on a rencontré, et qui n'est pas forcément indiqué dans la littérature, c'est que, parce que les gens ne travaillent pas sur le long terme, c'est que si on fait cette opération
pendant une durée assez longue, plus de 300 heures, on va observer l'apparition de petits précipités à l'intérieur de la porosité de la membrane due à l'augmentation locale du pH à la surface de la membrane. Et ça, c'est un point qui est plutôt embêtant. On a une bonne sélectivité du lithium, mais on a des risques de clogging de la membrane à cause de ces phénomènes de précipitation des divalents. Donc, si on veut mettre en place l'électrodialyse, il faut, par exemple, mettre en place une extraction de ces divalents partiellement, pas forcément totalement, de façon à diminuer la concentration pour ne pas arriver à une sursaturation qui entraîne la précipitation dans la membrane. Alors, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait éliminer ces divalents en utilisant de la résine échangeuse d'ions. En travaillant à un pH de 2,8, on s'est aperçu que si on utilisait comme résine la DOEX M4195, eh bien, on arrivait effectivement à éliminer le cobalt et le lithium et le nickel sans éliminer le lithium, tout en ayant une très très bonne sélectivité vis-à-vis du lithium et du manganèse. Et on s'est aperçu qu'il était ensuite possible de récupérer le cobalt et le nickel qui ont été extraits par la résine lors d'une élution avec de l'acide sulfurique à 1 mol par litre. Donc, cette DOEX M4195 est très sélective pour extraire le nickel et le cobalt vis-à-vis du lithium et du manganèse, et c'est donc un moyen intéressant pour pouvoir réduire les concentrations en divalents. Reste ensuite dans notre solution du manganèse. En utilisant la même résine, on s'est aperçu qu'en travaillant à pH 5,5, il était possible d'éliminer à la fois, à son tour, le manganèse et de l'élever avec une solution d'acide sulfurique à 1 mol par litre. Alors, du coup, on peut imaginer ce type de schéma d'électrodialyse du lithium après avoir éliminé les ions divalents partiellement, en utilisant donc une néosepta CMX pour la membrane cationique, une néosepta AMX pour la membrane anionique, et ensuite en alimentant cette électrodialyse avec une solution contenant donc du lithium et du manganèse à pH 2,8. Parce qu'il reste un petit peu de manganèse après l'étape d'échange par électrodialyse. On a donc regardé effectivement comment on pouvait traiter ce mélange lithium-manganèse exempt de cobalt et de nickel et d'une partie du manganèse avec cette configuration. Et on s'est aperçu qu'on avait une très très bonne sélectivité vis-à-vis de l'extraction du lithium par rapport au manganèse et qu'aucune précipitation n'était observée, ce qui est bien très encourageant. Donc finalement, ce travail, pour conclure, a permis de montrer que la combinaison d'électrodialyse et de résine échangeuse d'ions était un moyen alternatif intéressant pour pouvoir produire en amont du carbonate de lithium. Ça a aussi démontré qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de façon à pouvoir positionner l'électrodialyse bien en amont et éviter les surcoûts liés à l'implémentation d'opérations d'extraction par résine échangeuse d'ions. On y travaille actuellement dans le cadre d'une thèse où on a des résultats intéressants qui nous montrent qu'on serait capable effectivement de traiter des black mass simplement par électrodialyse combinée avec une cristallisation pour fabriquer directement une PCAM. Donc, le schéma de procédé global, en tout cas à ce stade, qui va être modifié avec la thèse qui est en cours actuellement dans le cadre du PEPR recyclage, c'est la lixiviation donc, par de l'acide sulfurique avec du peroxyde d'hydrogène, du concentré de NMC, une séparation par filtration du graphite ou alors une séparation en amont du graphite par flottation. On récupère alors une solution qui contient du nickel, du cobalt, du manganèse et du lithium et on peut extraire conjointement le cobalt et le nickel en se plaçant à pH 2,8 qui est le pH naturel du jus de lexivation, donc on n'a pas besoin de rajouter des réactifs. Et cette DOEX M4195 nous permet d'extraire le cobalt et le nickel et ensuite de l'élever avec de l'acide sulfurique à 1M. On peut alors séparer par extraction liquide-liquide à pH 4,2 le cobalt du nickel avec du cyanex 272 pour cristalliser un sulfate de cobalt, puis ensuite cristalliser le sulfate de nickel, le nickel restant sous forme de sulfate de nickel pour avoir une solution très pure, un sel très pur. On a donc ensuite un flux qui contient du manganèse et du lithium. On peut partiellement éliminer le manganèse en utilisant cette même résine, mais en augmentant le pH à 5,5, faire une élution de la résine avec de l'acide sulfurique à 1M, puis cristalliser le manganèse sous forme de sulfate de manganèse très pur. Puis ensuite, on peut démarrer l'électrodialyse pour faire de la séparation lithium-manganèse, récupérer un flux de manganèse qui est acide, suffisamment acide pour être réinjecté dans l'étape de lixiviation,
Et puis, récupérer un flux de lithium qui peut être ensuite concentré, soit par évaporation, soit par osmose inverse, comme on le fait notamment en Argentine pour la production de lithium. Et puis ensuite, on peut faire une précipitation du lithium sous forme de carbonate de lithium à l'aide de carbonate de sodium en faisant barboter un petit peu de CO2 à 90 degrés pour avoir un sel de carbonate de lithium. On peut Oh, aussi très bien imaginer directement la production d'hydroxyde de lithium après l'électrodialyse également, et pour former un hydroxyde de lithium qui est le second marché du lithium. Voilà, je vous remercie pour votre attention. merci Alexandre pour cette très belle présentation. Donc, on n'a pas trop le temps. On va passer tout de suite à la présentation de Fanny. Hein. Donc, le second intervenant, orateur, c'est Fanny Lambert. Donc, Fanny, à toi de prendre la parole. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler du recyclage des batteries lithium-ion et en particulier des contributions de notre groupe de recherche dans cette thématique, donc notre groupe de recherche qui s'appelle le GEM. Alors, je vais essayer de passer les slides. Hop, voilà. Non, j'ai été trop loin. Excusez-moi, il y a un petit délai et du coup, voilà. Donc le GEM, donc notre groupe de recherche, c'est GEM pour géoressources. J'ai encore un petit problème de slide, excusez-moi. Voilà, je crois que là, ça c'est bon. Donc, GEM pour géoressources, minéralurgie et métallurgie extractive. Donc, on a un groupe de recherche basé au sein de la faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège, donc en Belgique. Nous sommes une quarantaine d'employés avec des académiques, des ingénieurs, des techniciens, un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros. Et que fait-on? On travaille au développement de procédés innovants pour la gestion efficace des ressources minérales et métalliques. On travaille à la fois sur le primaire, donc sur le minier, et sur le secondaire, donc sur le recyclage. Alors ici, sur cette slide, j'ai mis les 4 grandes thématiques de recherche de notre groupe. Donc la partie caractérisation, la partie mineral processing, la partie sensor-based sorting et la thématique de métallurgie extractive. Ici, j'ai décliné ces 4 grandes thématiques avec nos activités sur les batteries lithium-ion. Vous avez quelques images de nos activités de recherche. Je vais reprendre ces 4 grandes activités plus en détail. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu ce qu'on peut amener sur la thématique des batteries lithium-ion et peut-être que ça permettra d'initier des collaborations ou des projets de recherche à faire ensemble. Enfin, c'est ce que j'espère, en tout cas pour aujourd'hui. Alors, la première thématique que je vais aborder aujourd'hui, c'est le sensor-based sorting avec le cas d'application des batteries lithium-ion. Donc, dans les déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, il y a une catégorie de petits électroménagers qu'on appelle les PEM, qui contiennent des batteries lithium-ion. C'est par exemple des cigarettes électroniques, des lecteurs de cartes bancaires ou de cartes d'identité, des brosses à dents électriques. Alors, il y a plus en plus de PEM sur le marché du recyclage et plus en plus de batteries ou de piles dans ces PEM. Alors, l'obligation légale, c'est de faire un démantèlement manuel de ces petits électroménagers, ce qui est compliqué dû par leur petite taille, par le volume. C'est assez difficile et donc le partenaire industriel avec lequel on travaille, qui est Comet Traitement, basé dans le Hainaut, c'est un recycleur de D3E et de véhicules hors d'usage, ils ont mis en place une libération mécanique de ces piles et batteries. Et nous, on intervient sur le flux après cette libération mécanique où l'objectif, c'est de trier ces PEM en 3 catégories. Donc, on passe la matière sur une bande transporteuse, on utilise différents capteurs. Ici, on utilise du 3D et du XRT, donc du rayon X transmis. On utilise de l'analyse d'image et de l'intelligence artificielle pour trier le flux en 3 catégories. Des PEM sans piles et batteries qui sont dépolluées, qui peuvent continuer la ligne de recyclage. On sépare aussi des batteries et des piles qui sont libérées. Et puis finalement, on a un troisième flux qui est les PEM qui contiennent toujours une pile ou une batterie et qui doivent retourner au procédé de libération mécanique. Alors ça, c'est déjà bien avancé au niveau de la recherche au laboratoire ici à l'université. L'étape d'après, ce sera de directement, avec un seul passage, continuer le chemin sur la bande pour trier les différentes chimies de piles et batteries. Donc par exemple, classer d'un côté les lithium-ion, les nickel-cadmium, les alcalines, etc.
Alors, je poursuis avec une deuxième activité qu'on a au sein du laboratoire, qui est le mineral processing appliqué aux batteries. Donc, de la batterie, obtenir la black mass, hein, qui est qui concentre la matière active d'anode et de cathode, hein, qui est la fraction fine qui concentre la matière active. On a la première chose qu'on a faite, c'est travailler sur des techniques de libération alternative. Donc, on essaye de délaminer plutôt que de fragmenter. Donc, on essaye de récupérer préférentiellement la matière active qui est cotée sur l'électrode de courant. Ici, pour la cathode, les images que vous avez sur le slide, l'électrode de courant est en aluminium. Et donc, on essaye de séparer cette poudre noire de l'aluminium et on a, dans ce cas-ci, étudié la fragmentation électrodynamique et électrohydraulique. On travaille aussi sur la flottation du graphite. Et finalement, on est en train de mettre en place avec un partenaire, le centre Terre et Pierre, qui est basé à Tournai, on est en train de mettre en place un pilote qui permettra de préparer mécaniquement la black mass, donc de passer de la cellule ou du module de batterie vers la black mass en ayant différentes étapes clés qui sont un broyage sous atmosphère inerte, l'évaporation des solvants organiques, un broyage secondaire et des séparations physiques. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir traiter des batchs d'une tonne. On prévoit d'avoir un commissioning de ce pilote en 2026. Et donc voilà, on vous invite, si vous avez besoin de partenaires euh, pour pour fabriquer cette black mass, enfin, pour traiter des batteries et faire tout l'aval de procédés sur le mineral processing, ben, on est à votre disposition pour discuter de ça. Alors, le troisième activité sur laquelle on travaille au sein de l'équipe, c'est l'hydrométallurgie. Donc, sur ma slide, vous voyez différentes flèches qui représentent en fait les différentes étapes entre la black mass et la fabrication de cathodes. Donc, de black mass, on a la métallurgie extractive, la synthèse des sulfates, et puis on passe à l'hydroxyde, et puis on peut générer le cathode active matériel, donc le CAM, pour aller vers la fabrication de la cathode, et puis de la cellule, et puis du module, etc. Alors, si on regarde des procédés plutôt pyrométallurgiques, on va jusqu'à obtenir le métal sous forme métallique et sous forme séparée, c'est-à-dire qu'on produit du nickel métal, du cobalt métal. L'hydrométallurgie permet de prévoir une boucle plus courte, un court-circuit finalement, puisque pourrait directement, via les solutions de lixiviation, générer des sulfates déjà mélangés ou des hydroxydes. Ça, c'est un gain économique et un gain environnemental. Et c'est un point sur lequel on travaille énormément avec nos partenaires qui sont listés sur la slide ici en bas. C'est le fait de connecter le procédé hydrométallurgique et la synthèse de matériaux. Et ça, c'est vraiment important dans notre travail du quotidien. On travaille quand même beaucoup sur la mine urbaine et on se rend compte qu'en fait, il y a une déconnexion entre les personnes qui designent les matériaux, les produits et les personnes qui les recyclent. Et donc, je pense que c'est très important si on veut aller vers une économie plus circulaire, de réinitier ou d'initier le dialogue entre les personnes qui designent et les personnes qui recyclent. Et là, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici à notre échelle, en combinant la partie hydrométallurgique et la partie synthèse. Alors, je poursuis avec un flowsheet de procédé assez classique, assez ressemblant à ce que Alexandre a montré juste avant. Donc là, je pars de la black mass, donc tout le procédé de concentration a été fait avant, concentration physique. Donc, on a une première étape de lixiviation réductrice, hein, cobalt, nickel, manganèse. Ils ont plusieurs états de valence. Pour qu'ils soient lixiviables, il faut les réduire. Donc, il faut une lixiviation réductrice avec un agent réducteur qui peut être le peroxyde d'hydrogène, c'est ce qu'Alexandre a montré juste avant, ou d'autres agents réducteurs. On a une élimination des impuretés, fer, aluminium, fluor, phosphore. Une précipitation d'hydroxyde, ben nous, notre vision, c'est de les précipiter directement en même temps avec la bonne stoichiométrie. Donc, on ajoute du sulfate de cobalt, du sulfate de nickel, du sulfate manganèse frais, si vous voulez, pour avoir la bonne stoichiométrie. Nous, notre cas d'étude ici, c'est le NMC 622. Voilà, on aurait pu choisir autre chose, mais on a choisi ceci. Donc, on génère un hydroxyde qui peut directement aller à la synthèse NMC. Puis on se retrouve avec une solution appauvrie en nickel, manganèse, cobalt, et on va regarder à la précipitation du lithium. Donc voilà, c'est un flow sheet assez classique, c'est vrai, quand on regarde la littérature, vous allez retrouver ce type de flow sheet classique. Ça n'empêche qu'il y a une série de défis à relever pour un flow sheet assez classique. Alors je vais en commenter quelques-uns, je n'aurai peut-être pas le temps d'aborder tous les défis, mais en tout cas, j'aimerais bien en aborder quelques-uns avec vous et on peut toujours en reparler après.
La première chose, c'est l'impact du pré-traitement sur le procédé hydrométallurgique aval. Donc le pré-traitement, je parle de la désactivation des batteries et le mineral processing des batteries. Donc, si on reçoit une black mass pyrolysée ou une black mass qui vient plutôt d'une voie mécanique, elles n'auront pas le même comportement à la lixiviation. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Essayer de bien comprendre la matière, bien la caractériser pour pouvoir adapter notre procédé. Et donc, par exemple, lors des traitements thermiques, on a clairement des réactions de réduction qui ont lieu. On a une de réduction du NMC, par exemple, au contact de l'aluminium métal, au contact du collecteur de courant qui est en aluminium. Et donc, on a une oxydation de l'aluminium et une réduction du cobalt. Ça veut dire qu'à la lixiviation, on n'a plus un besoin en réducteur aussi important que si on traite une black mass mécanique. Un point que j'aimerais aborder aussi, c'est le fait que ce sont des matières très complexes et qu'il y a des besoins en caractérisation importants. Et ça, je pense aussi que c'est une opportunité de collaboration importante. Si je prends par exemple l'exemple du carbone dans les black mass, ben, on peut avoir du graphite, on peut avoir du carbone black qui est ajouté pour améliorer la conductivité. On peut avoir du C qui vient de résidus de la pyrolyse de plastique. Et on a aussi, si c'est une black mass mécanique, des polymères qui sont présents. Donc, quatre potentielles substances à base de C et un besoin de faire la différence entre ces différents C, notamment pour aller valoriser le graphite. Alors, bien sûr, c'est des mécanismes réactionnels complexes qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier. Je vais mentionner aussi la gestion d'impuretés un petit peu inhabituelle pour un hydrométallurgiste. Il faut gérer du fluor en solution, il faut gérer des organiques en solution. Et un gros problème de bilan en eau, surtout quand on considère un flow sheet comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas de recirculation des solutions. Donc, ça veut dire que c'est des quantités d'effluents à gérer très importantes, puisqu'on commence avec une lixiviation très acide, hein, pH très bas, 1, 2, et on finit avec la précipitation du lithium avec des pH très, très élevés. Donc ça, c'est un énorme défi. Alors, je poursuis avec quelques contributions. Donc, nous, on travaille très fort sur le couplage du traitement thermique et de l'hydrométallurgie, l'impact de réaliser le traitement thermique dans certaines conditions, quel impact ça a sur l'hydrométallurgie en aval. On travaille beaucoup sur la caractérisation, je vais vous en dire un mot juste après, et on étudie d'autres opérations du flow sheet, donc l'élimination du fluor, l'utilisation d'agents réducteurs alternatifs. Je vous l'ai dit, on essaye d'aller directement vers la synthèse de NMC. On travaille aussi sur la séparation et la récupération du lithium. Un petit mot sur l'upscaling. Donc, c'est vrai que nous, en tant que groupe, on publie assez peu et on étudie assez peu des opérations unitaires. Mais par contre, je pense qu'on peut amener une vision un peu globale du procédé et un aspect upscaling avec quelques pilotes à notre actif. Et donc voilà, je voulais juste mentionner qu'on peut être aussi un partenaire, pas pour étudier une étape en tant que telle, a priori, mais plutôt pour étudier le flow sheet dans sa globalité et surtout sa mise en échec. Alors, un petit mot sur la caractérisation orientée procédé. Donc, on combine des analyses qualitatives et quantitatives. On combine de la caractérisation physico-chimique avec de la microscopie optique, électronique, pour comprendre la matière et voir comment elle va se comporter en fait dans le procédé. Je vais tout de suite passer à la slide suivante pour vous expliquer avec des images, ce sera peut-être plus parlant. Donc, quelques images qui viennent de nos travaux de caractérisation. La première image en bas à gauche du slide, c'est la proportion des différentes chimies de CAM. Donc, vous voyez que dans cet échantillon de black mass, on a de la LCO, donc matière active à base de cobalt, on a du LMO, du NMC, du LNO. Donc, voilà le genre de travaux qu'on peut faire en combinant de la chimie et de la microscopie électronique. Donc, on travaille avec un microscope électronique à balayage et avec des analyses de DS en fait, et on scanne toute une section polie réalisée avec un échantillon, ce qui nous permet de sortir des analyses comme celle-ci, où on voit vraiment les différentes chimies de batteries utilisées. La deuxième image, c'est l'emprisonnement de la matière active dans un feuillet de cuivre lors du broyage. Donc, l'électrode de courant lors du broyage, ici c'est le cuivre, va se
recroquevillé sur lui-même et en se recroquevillant, il enferme, il emprisonne de la matière active. Alors, si cette particule de cuivre pendant le mineral processing atterrit dans un concentration cuivre, dans un concentré de cuivre, pardon, ben, il est clair que la matière active emprisonnée est perdue. Donc voilà, ça c'est l'étude de la libération, c'est notre support, notre caractérisation support à la partie procédé mécanique qu'il y a en amont de l'hydrométallurgie. Ouais, La troisième, Fanny, oui, 2 minutes. oui, d'accord, je me dépêche. Merci. La la troisième photo, c'est l'oxydation de l'aluminium et la réduction du cobalt. J'en ai dit un mot hein, pendant le traitement thermique. C'est ce type d'études qui nous ont permis de voir un peu l'impact du traitement thermique sur la matière. Et la dernière photo, c'est un alliage continu avec quelques défis. Listé ici. Un point qu'on n'a pas abordé encore, c'est l'aspect santé humaine et environnement. Quand on manipule des batteries et quand on manipule de la black mass, bah, les batteries, il y a un problème de feu à gérer. Donc ça, c'est clair que c'est un problème important. Et la manipulation de black mass, ben, il peut y avoir des composés organiques volatiles dedans. C'est des poussières CMR, hein, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Donc il y a énormément de mesures de sécurité à prendre en compte quand on travaille sur les batteries et les black mass. Et je voulais juste le rappeler ici. Et je vais dire un petit mot sur l'aspect qualité. Les spécifications des produits, elles viennent du minier. Les tolérances sur les impuretés, elles viennent du minier. Or, avec des produits issus du recyclage qui vont a priori euh, être réutilisés pour les mêmes applications, hein, un hydroxyde NMC qui va être utilisé pour faire du NMC, il y a sans doute une tolérance qu'on pourrait avoir sur les impuretés. Donc, on travaille aussi à ça de laisser passer quelques impuretés et de voir l'impact sur les propriétés de la matière active qu'on va générer. Donc ça, c'est important, je pense qu'il y a peut-être des évolutions dans les spécifications qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, juste terminer en disant que qu'il y a une approche multidisciplinaire indéniable, qui a besoin de collaboration, il y a besoin de se mettre ensemble autour d'une table, parce que c'est un sujet très complexe. J'ai juste ébauché aujourd'hui quelques défis, mais je pourrais en parler pendant des heures. Si vous avez si vous avez des questions, si vous voulez Attends, oui, revenir attends, vers nous, je vous ai listé les 5 personnes en lien avec les thématiques batterie, donc n'hésitez pas à nous contacter ou à aller voir notre site web. Merci à tous. merci Fanny. Donc, si vous avez des questions, utilisez le QR qui est en dessous de votre écran et pendant ce temps, effectivement, on va répondre à vos questions. Fanny va répondre à vos questions via le chat. Merci Fanny. Il y a quelque chose Merci. que j'aime bien dans ta présentation, c'est la collaboration. C'est un mot qui revient très souvent. Donc, j'espère effectivement que tu auras beaucoup de collaboration après cette très belle présentation. Merci. Et puis, Merci. le présentateur suivant, c'est Gilles Philippot. Donc, Gilles, à toi, je te cède la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de présenter ce que l'on fait à l'ICMCB, donc l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, sur le recyclage des batteries. Alors nous, c'est une approche un petit peu différente. On aborde le recyclage direct avec des procédés sous pression et en température. Donc, pour ma part, je suis rattaché au groupe fluide supercritique, où on développe ce type de procédé et je travaille en étroite collaboration avec Jacob Olszówka, qui est chargé de recherche dans le même labo, mais dans le groupe énergie, matériaux et batteries. Euh, pour commencer, alors attendez, est-ce que ça passe? Voilà. Alors j'ai un petit décalage pour ma part. Voilà, ok. Pour commencer, je voulais juste vous faire un petit aperçu voilà, du cycle de vie d'un matériau de batterie. Ça a déjà été présenté par Fanny et Alexandre. Mais quand on voit la vie de ce type de matériau, notamment pour les matériaux de cathode, on voit qu'après l'extraction, il y a des étapes de mise en forme pour synthétiser les matériaux actifs qu'on intègre dans les batteries. Ces batteries cyclent, ces matériaux vieillissent et se détériorent. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est ce qui a été présenté. On broie tout ça, on en fait de la black mass et on essaye de récupérer après pyro-hydrométallurgie sélectivement les différents métaux. Nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de réduire cette boucle et une fois que le matériau est vieilli, arriver à le récupérer et le réparer, entre guillemets, le régénérer pour pouvoir le réutiliser directement dans la boucle.
Donc dans ce contexte-là, on est vraiment retourné au cœur de qu'est-ce qu'une batterie, comment elle est faite pour structurer notre projet. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, on voit que bah, une batterie, c'est un matériau qui est quand même un composant qui est relativement complexe. Il y a plusieurs matériaux. Si on regarde, d'une part, il y a la cathode où vous allez avoir le substrat en aluminium sur lequel on va déposer le matériau actif. Donc dans ce cas-là, c'est celui qui a le lithium et généralement aussi, comme ça a été dit, du nickel, du manganèse, du cobalt, du beurre de carbone. Et tout ça, c'est maintenu, c'est collé ensemble avec un liant, une colle, qui est généralement de ce côté-là un liant fluoré qui est du PVDF. De l'autre côté, on a l'anode, où là, c'est un substrat de cuivre sur lequel on va déposer notre graphite, toujours du beurre de carbone, et une colle qui est différente de celle de la cathode. Et tout ça est séparé par une membrane et trempé dans un électrolyte. Donc, dans l'idée de faire un recyclage direct, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que dans un premier temps, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à séparer tout ça. Donc, pour séparer tout ça, il faut d'abord enlever ce liquide qui est l'électrolyte et trouver des procédés pour voilà, dissoudre ces cols et libérer différents matériaux. Et donc ça, c'est ce que je vais présenter essentiellement aujourd'hui. C'est les travaux de thèse de notre étudiant Neil Yagan qui a soutenu en fin d'année dernière. Une fois qu'on a séparé ces différents éléments, ben, ils ont vieilli, ils sont détériorés. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut les régénérer, en particulier le matériau de cathode, mais aussi le graphite. Et là, donc, on a deux thèses en cours sur cette thématique-là. Et enfin, on a beau développer le plus beau, entre guillemets, procédé qu'il soit, l'idée, c'est que bah, ce soit viable d'un point de vue environnemental et aussi économique. Donc l'idée, c'est qu'on est venu réaliser des analyses de cycle de vie sur nos procédés, notamment le premier procédé de séparation pour voir comment on se situait, et j'en parlerai brièvement. Euh, pour ce qui est donc du côté séparation des matériaux, on parle beaucoup dans le recyclage des batteries en fin de vie. C'est logique parce que ça sera à l'avenir un des principaux flux à traiter. Mais ce qui est moins connu du grand public, c'est qu'actuellement, la plus grande source de déchets que l'on recycle dans le monde des batteries, ce n'est pas les batteries en fin de vie, mais c'est les chutes de production. C'est-à-dire vraiment toutes les découpes d'électrodes pour l'assemblage avant l'assemblage des batteries. Donc ces matériaux sont juste assemblés, mais vierges, ils n'ont jamais cyclé. Et donc on a commencé par ça parce que d'une part c'est plus simple, il n'y a pas l'électrolyte. Et aussi on s'est dit que vraiment c'est dommage de venir dissoudre un matériau qui n'a pas servi alors qu'on pourrait potentiellement dissoudre les cols pour pouvoir les libérer et les réutiliser. Euh, donc, nous, du coup, en bas à gauche, vous voyez le type d'électrode sur lequel on va travailler. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est un substrat d'aluminium. Mais en fait, il s'avère que dans les vraies batteries, l'électrode, on a du matériau actif des deux côtés, hein, en dessus et en dessous. Et on vient la mettre dans un solvant. Alors, il y a déjà un certain nombre d'études qui existent sur cette approche-là, où généralement, on va prendre du triéthylphosphate. C'est un solvant vert. On vient déposer notre morceau d'électrode. On vient chauffer à une centaine de degrés et agiter quelques heures. Et progressivement, on va venir dissoudre la colle qui est entre les particules bleues pour pouvoir libérer le matériau. Le problème, c'est que ce type de solvant, en général, ils sont assez visqueux. Donc, c'est compliqué de venir bien entre les pores, dissoudre la colle. Et une fois que le PVDF est dans ce solvant, ben, l'ensemble devient particulièrement visqueux et difficile à nettoyer. Du coup, nous, on s'est dit, on sait de par la littérature que le CO2, quand on le met sous pression et en température, il va se dissoudre dans ce solvant, dans ce triéthylphosphate. Et on va grandement faire chuter sa viscosité et améliorer sa diffusivité. Ça veut dire que du coup, on va vraiment mieux imprégner le matériau pour dissoudre les cols. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'agiter pour pouvoir bien faire pénétrer le dissolvant autour des grains. Et ça, c'est un point essentiel. C'est comme vous pouvez le voir, ces électrodes, c'est des feuillets. Si vous avez une électrode, ça va, mais si vous mettez beaucoup d'électrodes dans un volume réduit, ça peut être compliqué de bien agiter le mélange. Alors qu'avec cette approche, on s'en affranchit. Autre chose aussi, on a rajouté un peu d'acétone, parce que comme je vous le disais, une fois qu'on a dissous du PVDF dans du TEP, donc la colle dans le dissolvant, ça devient assez visqueux. Et donc, comme l'acétone est aussi miscible dans ce mélange-là, on va jouer sur son côté volatile pour pouvoir venir extraire plus facilement derrière, laver plus facilement le triéthylphosphate. Et donc, sur ça, on a fait toute une étude paramétrique et on a pu optimiser un procédé autour de 100 bars, 120 degrés et 15 minutes.
À la sortie de ça, on retrouve trois fractions, donc le feuillet d'aluminium, une fraction solide où on a notre mélange noir de carbone et notre matériau actif, donc c'est comme pour les autres de la NMC 622, et notre colle, notre PVDF qui est dissous, que l'on va pouvoir, dans le TEP et l'acétone, que l'on va pouvoir reprécipiter et récupérer. Alors, du coup, si on regarde un petit peu séparément les différentes fractions que l'on récupère, à gauche, vous avez une image de l'électrode avant et après délamination. On voit bien qu'après traitement, on se retrouve vraiment avec juste une feuille d'aluminium. Si on regarde des photos de la surface, bon, c'est pas très visible, mais on voit qu'avant, après, il y a quand même une différence. Il y a des petits cratères qui apparaissent. Ça vient de l'assemblage de l'électrode, en fait, parce qu'on fait un pressage à chaud et donc les sphères de NMC viennent s'incruster dans l'aluminium. Mais on peut imaginer que cet aluminium est tout à fait qualifié pour pouvoir être envoyé dans les filières de recyclage d'aluminium classique. Si maintenant on regarde le PVDF, alors il va falloir me prendre un peu sur parole par rapport à la taille, mais si vous regardez en bas à droite, on voit dans le flacon des petites traces blanches, et ça c'est ce polymère qu'on est venu reprécipiter, qu'on a récupéré, et on a voulu le comparer à du matériau vierge, le même, sauf qu'il n'a pas été recyclé, et on a fait de l'infrarouge, on a comparé les signaux, on voit qu'ils sont relativement similaires, et on a regardé aussi si on n'avait pas cassé les chaînes polymériques, donc si la masse polaire était la même par chromatographie et exclusion stérique, et on confirme qu'on a des valeurs similaires. Alors, ce n'est pas notre cœur de métier, on va travailler dessus à l'avenir, mais il semblerait qu'on soit en capacité de récupérer ce polymère, ce liant. Ce qui est important, parce que c'est un polymère fluoré qui fait partie des PFAS, c'est quelque chose, c'est donc les polluants éternels qui font assez débat actuellement, et donc la capacité de récupérer ces polymères pour éventuellement les réutiliser est une option tout à fait intéressante. Et pour finir, si je m'intéresse à la troisième fraction, donc la fraction solide où j'ai mon matériau actif, en bas à gauche, vous avez une image de microscopie électronique en balayage. On voit le matériau vierge et le matériau recyclé. Les surfaces semblent propres et les morphologies semblent similaires. Si on vient s'intéresser après à la structure cristalline, donc en haut à gauche, par diffraction des rayons X, on a comparé trois échantillons. Le matériau vierge, le matériau en vert que nous, on a recyclé, et en rouge, juste l'électrode qu'on vient gratter. Et on voit que les signatures sont les mêmes. On a après fait de l'affinement, etc. sur ces structures. Et on voit qu'on ne touche pas la structure cristalline. Par contre, si on regarde un peu de plus près la distribution en taille, c'est ce qu'on voit au milieu de l'écran, on se rend compte qu'en fait, le matériau est un peu différent. En noir, c'est le matériau vierge, et en vert, c'est le matériau recyclé. Et on voit qu'on a une distribution en taille qui s'étale. Donc, on s'est demandé si ça venait de notre procédé. Du coup, on a juste fait un recyclage juste par agitation, sans CO2, et on se rend compte que on retrouve le même résultat. Donc, on pense que cette variation est plus liée à vraiment l'étape de mise en forme par calendrage quand on vient presser, où on vient déformer un petit peu ces sphères. Pour finir, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a regardé par analyse thermique, en chauffant et en regardant la perte de masse, s'il nous restait du liant, en comparant le matériau gratté et le matériau que l'on recycle. Et on voit que quand même si on ne l'observe pas comme ça à première vue, il nous reste un petit peu des traces de liant. Et dernière chose, on a vérifié que on n'ait pas perdu de métaux de transition pendant ces procédés, qu'on n'ait pas eu de leaching. Et on voit bien qu'on garde des ratios 1 lithium pour 0,6 nickel, 0,2 cobalt, 0,2 manganèse. Donc, a priori, on n'a pas eu d'impact sur notre matériau d'un point de vue structurel. Donc, pour finir de valider cette approche, l'idée après est de faire de l'électrochimie. Donc, on a fait deux batteries. Donc, dans un premier temps, une batterie avec uniquement du matériau NMC vierge et une autre avec 100% de matériaux recyclés. C'est ce que l'on voit en haut. On a fait dans le premier temps des cycles de charge-décharge assez lents, 10 heures de charge-décharge, où on voit qu'en noir, c'est le matériau vierge et en jaune, c'est le matériau recyclé. Ça se superpose bien. Par contre, dans la figure du milieu, où en fait, on va venir accélérer la vitesse de charge-décharge, on passe de 20 heures à 10 heures, de 10 heures à 5 heures, 2 heures, 1 heure, une demi-heure. Et là, on commence à décrocher. Donc, c'est-à-dire que notre matériau a une moins bonne réversibilité. Par contre, si on ralentit sur le dernier plateau, on voit qu'on revient bien aux mêmes valeurs. Ça veut dire qu'on n'a pas endommagé le matériau, mais que il a perdu en propriété. Par contre, si on vient voir, on vient faire un compromis, ce qui est souvent le cas pour les matériaux recyclés, on fait plus 100% de matériaux recyclés, mais on fait un mélange 50-50 sur les graphes du bas en rouge. On voit que là, au final, on retrouve bien des propriétés similaires aux matériaux vierges. Donc là, on a pu montrer que voilà, on a un procédé qui semble être efficace d'un point de vue chimie, si je puis dire.
L'idée derrière, c'est de voir est-ce que, il est pertinent d'un point de vue environnemental. Donc on est venu mesurer, tous les flux, entrants, et sortants, qui sont mis en œuvre dans ce procédé, que l'on a modélisé, par analyse de cycle de vie. Et donc du coup, on en est sorti un modèle à l'échelle du laboratoire qui bien sûr, lui, dépasse tous les critères, mais en se basant sur la littérature, parce que ces procédés sous pression et en température sont déjà utilisés, mais pour d'autres applications, notamment pour la décaféination, par exemple. On a pu faire un scale-up et on a comparé, ce que l'on obtenait avec 2 autres scénarios, donc l'extraction minière et le recyclage par hydrométallurgie. Donc, quels sont l'impact pour faire du NMC622 issu de l'extraction minière, issu de l'hydrométallurgie et issu du recyclage direct. La bonne nouvelle, c'est que pour le recyclage, on est moins impactant que sur l'extraction minière, ce qui est assez logique. Par contre, quand on compare l'hydrométallurgie et le recyclage direct, les différences ne sont pas particulièrement significatives. Ce qui est important de noter, par contre, c'est que le principal contributeur dans l'hydrométallurgie, c'est l'étape vraiment quand on a reprécipité les différents matériaux pour resynthétiser du matériau NMC622, alors que dans notre cas, c'est vraiment l'aspect procédé qui prend beaucoup plus d'impact. Et ça, une des façons de vraiment le réduire, on travaille sur ça, c'est d'améliorer vraiment le taux de charge. Combien de matériaux on va mettre dans notre réacteur? Et donc là, on est en train d'optimiser ça pour pouvoir réduire cet impact. Du coup, pour conclure, on a pu vous montrer que, ben, voilà, on a réussi à mettre en place un procédé assisté par CO2 pour la séparation des éléments qui semble efficace, qui permet de récupérer à la fois d'un côté l'aluminium, d'un autre le liant qui est le PVDF et enfin le matériau actif. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on a développé aussi des méthodes de régénération, donc pour remettre du lithium à l'intérieur du matériau, qui sont plutôt prometteurs, mais qui sont encore dans les étapes initiales. Et enfin, bah voilà, l'intérêt de l'analyse de cycle de vie pour pouvoir évaluer le procédé et aussi voir quels sont les points que l'on doit améliorer pour avoir quelque chose qui peut être potentiellement transférable. En perspective, juste en quelques mots, le recyclage direct, à mon sens, pour les chutes de production, a toute sa place. Pour les matériaux de batterie en fin de vie, c'est plus discutable et on a souvent tendance à opposer le recyclage conventionnel au recyclage direct et je pense que et ça s'est lu aussi à travers des présentations d'avant, ces 2 approches peuvent être complémentaires, notamment à l'étape de séparation des différents éléments. On peut tout à fait imaginer utiliser notre procédé pour vraiment séparer toutes les composantes d'une batterie ou alors travailler directement sur la black mass, ce que l'on fait également aussi, pour pouvoir après envoyer uniquement ce qu'il faut à chaque procédé. C'est-à-dire, par exemple, pour l'hydrométallurgie, envoyer uniquement de la NMC qui sera vierge de toute autre trace de contaminant, par exemple. Donc pour conclure, je tiens juste à remercier l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce projet et en particulier mon collègue Jacob du groupe Batterie qui apporte toute son expertise sur l'évaluation des propriétés des matériaux que l'on recycle. Merci à vous. Merci Gilles pour ta présentation. Alors, quel timing? On va passer, on va passer effectivement à la présentation suivante. C'est Mathias. Donc, je te passe la parole. Merci. Guten Tag, mein Name ist Matthias Witte-Steinkamp. Ich Je komme von der suis Hochschule Matthias Trier. Steinkamp, je viens de l'université Die de Leute Trèves einstellen können. et donc il faut... Wunderbar. Ich Voilà. beschäftige mich Donc mit etwas moi, anderem Thema. je m'occupe d'un autre sujet. Maintenant, nous avons vu les cellules et les modules de batterie, comment recycler les batteries, comment on peut aussi extraire les différents composants pour avoir les matières premières secondaires. Moi, j'aborde un autre sujet, c'est-à-dire de tenir les batteries dans le cycle de vie, que les batteries, effectivement, connaissent un cycle plus long, avoir le recyclage très tard dans la vie de la batterie. Et c'est-à-dire, je me suis posé la question comment je peux avoir les batteries de haute tension préparées pour la réparation, comment on peut aussi les préparer pour une deuxième utilisation, etc. Voilà.
C'est mon groupe de travail. Nous avons 3 sujets que nous traitons. Il y a d'abord le refabrication, c'est-à-dire le produit, c'est-à-dire aussi l'application, retravailler les batteries et les composants. Et nous voulons pas uniquement travailler d'une manière manuelle. Nous sommes dans une région qui a des coûts de travail qui sont très élevés. Lorsqu'on parle de l'économie circulaire, c'est un problème et c'est pourquoi nous avons dit il faut avoir l'automatisation dans ce processus, c'est-à-dire il y a un degré d'automatisation important euh, qui est nécessaire puisque le sujet est très complexe. Il faut aussi des méthodes de différentes euh, euh, co- euh, industries, l'industrie 4.0, etc., soutenir les personnes qui travaillent dans les nouveaux procédés pour les soutenir et apporter une contribution. Mais nous avons aussi le e-Green projet. C'est un projet dans la grande région, c'est le projet PAE Green. Et là, nous avons des défis différents parce qu'on parle de l'industrie automobile et aussi réduire les CO2 dans la chaîne des valeurs. Et c'est pourquoi nous avons aussi euh, un besoin de récupérer les matériaux et essayer de réduire les émissions CO2, essayer aussi euh, avoir des produits peuvent être utilisés dans la chaîne des valeurs. Voilà, c'est déjà mon projet. Maintenant, on regarde quelques images. Maintenant, c'est l'image en ce qui concerne les voitures électriques qui sont mises sur le marché. Je crois que chacun trouve à son goût une voiture. Ceux qui s'intéressent à la voiture électrique, vous avez un portefeuille très important avec les différents types et modèles de voitures et donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Un désavantage est que chaque voiture a une autre conception. Il y a des voitures électriques à 100%. Nous avons des voitures hybrides, les plug-in. Donc, le problème commence parce que les batteries sont conçues et produites différemment. Il y a la chimie des cellules différente. Il y a aussi les modules qui sont différents selon la voiture, comment on a fixé et monté les voitures, les batteries dans les voitures. Donc, il y a des grandes différences qui nous causent quand même pas mal de problèmes quand on parle de l'économie circulaire pour réutiliser ou récupérer les batteries. À la fin d'une vie d'une batterie, on a une multitude de problèmes, comment on peut démonter les batteries et démanteler les différents composants de la batterie. Et c'est pourquoi c'est intéressant. Donc, c'est très important puisque nous ne savons pas recycler les modules, les batteries, tant qu'ils sont encore dans le véhicule, donc dans le paravent avec les moteurs thermiques, on les exportait dans les exportait tous les véhicules dans les pays tiers qui étaient très contents de pouvoir encore les utiliser. Et les moteurs thermiques étaient des matériaux de fer. Et donc là, avec des méthodes très destructrices, on pouvait vraiment fragmenter le moteur, et de récupérer les pièces. Ici, dans les voitures électriques, ce n'est pas possible. Les batteries doivent être ressorties des véhicules avant de pouvoir recycler le reste du véhicule. Et donc là, nous voulons déjà avoir une haute valeur. Donc, on ne doit pas euh, mettre les... on ne peut pas utiliser les batteries pour une deuxième vie lorsque nous les avons, par exemple, chauffées. Et donc là, ils doivent être également chargés pour être retirés de la voiture. En Allemagne, nous avons un décret qu'il fallait mettre 1 million de voitures par an sur les routes et donc après 10 ou 15 ou 8 ans, les véhicules devraient revenir, mais pas dans un ordre très chaotique avec plusieurs générations, avec plusieurs chimies, plusieurs modèles et donc tout le monde, toutes les différents modèles
devraient revenir en même temps dans le recyclage. Donc, beaucoup d'ateliers le font encore. Ils essayent de démonter les batteries de façon manuelle. Et donc, si j'ai vraiment fragmenté une batterie pour l'envoyer dans un shredder, cela dure déjà 8 à 10 heures. Donc, si vous calculez cela pour les 1 million de véhicules qui vont revenir, nous avons besoin de 4 à 8 millions d'heures de travail pour les hommes qui doivent travailler à ces euh, véhicules, ces recyclages. Donc, ça sera un problème partout. Nous avons déjà des problèmes de trouver des travailleurs qualifiés et donc le manque est partout le même. Donc, la seule possibilité que nous avons est vraiment l'automatisation très élevée pour avoir des systèmes de robotique qui vont fragmenter les batteries et ensuite vérifier que si les batteries peuvent encore avoir une deuxième vie et ensuite s'il faut les détruire pour retirer les matériaux. Donc, c'est la situation actuelle. Donc là, vous avez, c'est une très belle photo de Jaguar qui vont démonter une batterie. Donc, c'est euh, manuel. Chaque atelier, chaque garage doit maintenant acheter cet équipement pour que ce soit possible avec une grue, pour pouvoir retirer. Et cela est donc, on va de nouveau envoyer cette batterie partout dans le monde. Et donc, nous avons besoin également de logistique, des services de logistique qui peuvent faire cela. Dans la vidéo de Jaguar, on voit très clairement que c'est bon, c'est très beau. Chez nous, nous avons une Jaguar dans un atelier qui a eu un accident et donc la situation de base est tout à fait différente. Il est beaucoup plus difficile de retirer la batterie d'une carrosserie qui est déformée. Donc, cela doit être également pris en compte dans le montant de démontage. Donc, cela, c'est vraiment les batteries. Pour les voitures électriques, il y a encore un autre domaine, les moteurs électriques et les éléments électriques qui doivent vraiment être retirés avant de pouvoir détruire le véhicule. Ils ont des terres rares, d'autres matériaux rares. Et donc, cela doit être retiré avant de mettre la voiture dans une presse. Et donc, ici, nous avons pas mal de devoirs que nous devons encore faire avant de pouvoir démonter la voiture et de pouvoir euh, recycler les matériaux. Voilà, j'ai encore 2 vidéos. J'espère que cela marche. Oui, donc là, on peut regarder comment cela fonctionne. Donc, il n'y a pas de son. Mais donc, vous voyez les 2 systèmes. Donc, nous avons la batterie Jaguar où nous sommes à 2 pour démonter ces différents éléments. À gauche, c'est un Ford Cougar. Le problème est justement que tout a été collé. Et donc là, il fallait vraiment avoir un outil coupant pour pouvoir découper cela. Cela a déjà pris 1 heure avant de pouvoir couper cette colle, découper cette colle. Et donc, il n'y a pas de processus qui fait sens, qui va vite. Et donc là également, nous essayons de vraiment donner des indications aux constructeurs de faire attention aux batteries, d'avoir vraiment des produits qui sont prêts pour l'économie circulaire. Ce qui est malheureusement la tendance, les constructeurs ne nous écoutent pas. Ils vont toujours plus coller, souder. Ils veulent vraiment mettre des modules pour et donc, dans la génération actuelle des véhicules électriques, nous sommes encore très loin de la capacité de l'économie circulaire. Nous avons même fait un pas en arrière. Mais comme dans la Jaguar, c'est des très beaux modules. Tout a été vissé et donc c'était dans la Jaguar, mais dans les véhicules actuels, nous ne le retrouvons plus. Donc, le démontage est encore plus difficile. Et voilà, ce sont les 2 processus manuels. Et maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo Ähm, Wie wir systematisch an das où, Thema rangehen. comment, ou pas une vidéo, mais vous montrer comment nous voulons trouver un système dans ces processus. Et donc là, ici, Dass wir mal alle dans les Aufgaben batteries aufgelistet haben und die
haut voltage, nous avons vraiment vu où sont les différents éléments, regardé où sont les différents éléments, comment on peut faire les processus. Y a-t-il une possibilité d'automatisation? Est-ce qu'il y a des tensions? Et sur une échelle, nous avons vu si c'est nécessaire ou si c'est possible. Et donc ici, par exemple, nous avons le visage, par exemple, que c'est une procédure où l'automatisation est nécessaire, mais également possible puisque c'est euh, un tournevis. Mais ici, par exemple, un couvercle qui est très difficile à retirer. Donc, ce sera très difficile de le retirer de façon automatique, robotique, mais comme ils sont très peu, puisque là, il faut se poser la question si c'est vraiment nécessaire. Donc, c'est également une des questions économiques pour voir quelles sont les activités qui sont vraiment, qui doivent être automatisées et lesquelles ne sont pas. Donc, tout ce qui ne sera pas automatisé peuvent être changés de façon que dans l'avenir, ce sera le cas. Mais comme je l'ai déjà dit, les constructeurs automobiles ne nous écoutent pas et donc ils ont encore plus de liens encore avec du colle, avec de la soudure, beaucoup plus de mousse qui sont utilisées pour justement éviter qu'on peut démonter les pièces. Notre approche que nous avons maintenant suivi ou que nous sommes en train de suivre également dans notre projet d'avoir un dispositif de démontage flexible. Nous savons que toutes les batteries ne peuvent pas être démontées de façon automatique, mais des parties de la procédure. Donc là, nous avons choisi un poste de travail où le robot et l'homme peuvent travailler ensemble. Donc, en principe, nous avons un portail qui peut bouger. Donc, c'est avec des traverses, avec des tournevis automatiques qui sont fixés. Et donc là, on peut dévisser les vis. Nous avons un robot avec des senseurs, des capteurs pour, par exemple, Mathias, identifier des Mathias, 2 minutes. Mathias. 2 minutes. Okay, noch 2 Minuten. Genau, das schaffen wir. Merci. Oui, j'y Sehr schön. arrive, j'arriverai. Merci. Donc, Den Schraubprozess Donc ici, cette procédure de vissage sera également automatisée. De l'autre côté, nous avons un bassin d'eau. Donc lorsque une caméra peut identifier qu'il y a un module qui est chauffé ou qui a une réaction chimique, toute la batterie peut être redescendue dans ce bassin d'eau. Donc, nous sommes en train de collecter les différentes informations et donc nous avons vraiment fait une Mmh, un projet de base, donc vraiment d'avoir des mesures avec toutes les dates qui peuvent être travaillées pour ensuite pouvoir les utiliser par un robot ou par un système semi-automatique. Et donc là, vous pouvez également regarder. Donc lorsque vous regardez, lorsque vous venez au Humboldt Campus, il y aura certainement une visite guidée. Et donc là, nous pouvons vous montrer avec cette station automatique et donc, vous pouvez vraiment regarder quelles sont les différentes possibilités que nous avons déjà fait. Voilà, et j'ai déjà fini avec ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Mathias. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser donc sur l'onglet Q et R. D'accord? Donc nous allons passer à l'oratrice suivante, qui est Rebecca. Donc Rebecca, je te passe la parole. Guten Morgen. Ich requeste auch mal nach Kontrolle. Ah, perfekt. Voilà. Ja, guten Bonjour. Morgen. Bonjour, nous sommes très heureux d'être ici. Je fais également partie du groupe allemand. Donc, ce que nous avons entendu est déjà une très bonne base pour notre présentation. Nous sommes en train d'automatiser justement le démontage des batteries. Donc, c'est vraiment Mal, ob das la hier. partie automatisation.
Hm. Jetzt müsste es gleich gehen. Genau, also Voilà, wir ça haben uns devrait zum Ziel fonctionner. gesetzt, Donc, notre drei objectif est justement de Milliarden, glaube ich, auf Deutsch, Billionen euh, Batterien bis 2040 zu recycler upcyclen. 3 Heißt, dass wir milliards einfach noch mehr Batterien de batteries in d'ici Reuse bringen, 2040. als auch Et in donc, euh, Remanufacturing tout reinbringen à können, bien weil diese rentrer dans leur im typischen Fall reproduction oder im et dans le typischen linearen recyclage, Lauf puisque direkt dem Recycling zugeführt werden. d'avoir vraiment une entrée directe au recyclage de ces Ja, ich hoffe nicht. batteries. J'ai des petits problèmes pour Genau, ich passer habe les auch ein images, kleines Video également mitgebracht. avec un Mhm. décalage. Donc voilà, j'ai également apporté Let's une see, I have. vidéo. Is there any way to go back Comment est-ce que one je fais slide? pour No? retourner? Voilà. Perfect. Genau, also ich habe Voilà, ein kleines j'ai Video mitgebracht, wo amené wir également une einmal in vidéo de Kuppenheim notre installation à in der Kuppenheim, Nähe von qui est Karlsruhe près de sah, unsere erste Karlsruhe. Anlage, Donc, c'est notre première wo man das nochmal installation. anklicken kann. Genau, wo unsere Anlage steht, Donc, nous wir haben avons angefangen cette mit der première Batterieauswahl installation. von Nous avons kleinen commencé Batterien, avec la alles, was batterie de über 2 petite Kilowatt batterie dann auch die Temperatur pour auf Temperatur justement von über 2 Kilowatt euh, gebracht. Das ist auch ein avoir Vollzertifiziertes des premières System, leçons que nous pouvons als auch tirer. in Donc, unserem nous Fachbetrieb. avons des Genau, und certifications. Et dementsgehend donc, ici, on Kleinbatterien, demande des petites zum Beispiel batteries, par von exemple Fahrrädern, de als auch von vélos, Power Tools, mais également aber de auch power tools, donc Großbatterien, d'un Busse outil, mais beispielsweise. également de Also bei grandes einer batteries. Par Großbatterie, exemple, ici, il y a kennt une ihr, wie bus ein Roboter die avec Schrauben le erkennt und dann robot qui raussaugt und reconnaît les den vis Deckel qu'il faut abnimmt und retirer. dann Il wieder retire le wieder rausgeht. couvercle et donc là, il va Wie également schon retirer eben les différents beschrieben, modules. sind Comme diese Schritte mittlerweile auch nicht mehr on vient einfach. déjà Die werden größer und d'entendre, ce n'est größer, pas schwerer. très Das heißt, évident dass puisque les es modules oftmals deviennent auch toujours eigentlich plus grands et ergonomisch plus nicht mehr lourds. Donc, vertretbar ist, d'une dass façon zum Beispiel ergonomique, on ne peut plus le faire Zertifizierte die faire par Module des rausziehen. ouvriers Hier qualifiés. sind wir Donc, wieder auf der kleinen ici, nous sommes de Batteriedemonstration, nouveau une wo wir petite, anfangen, des petites die Schwellpunkte batteries abzunehmen, avec des damit lasers die où on solidarisieren zu können. retire les points de Und laser in pour diesen ersten zwei démonter les Zwischenschritten cellules. Et donc uns là, dann auch on noch les envoie à la diagnostic Acid pour House, also der ensuite Restbatterien, catégoriser ces batteries genau, selon leur uns dann zu état sortieren. et donc Das heißt, man d'avoir kann hier von vraiment un Anreihung tri. Et donc là, on peut Reuse vraiment weitergehen, aber auch travailler dans Recycling. le réutilisation, mais également dans le recyclage avec toutes ces Genau, wenn man informations sich qui das sont collectées. Genau, wenn man sich das Voilà, noch lorsque mal im vous Gesamtkontext regardez encore anschaut, le warum contexte général, beschäftigen wir uns mit dem ganzen Thema? pourquoi on Wir haben ja jetzt gerade eben travaille über avec ce das Thema sujet. Batterien On a gesprochen, déjà aber auch parlé des natürlich die batteries maintenant Demontage. ici, Wir werden mais in den également le nächsten Jahren démontage. Les prochaines années, nous allons avoir une exponentieller Wachstum augmentation im Batterienmarkt sehen. exponentielle Alles, was in der des Summe batteries. elektrifiziert Donc und das tout ist deutlich ce weg qui dem bouge est über dem, électrifié. dass es einfach Et donc sowohl là, für aus Rohmaterialien nous gemacht werden kann, diese essayons Batterien, als auch das de vraiment für die Demontage faire quelque chose pour le démontage, d'avoir Mitarbeiter gebraucht werden. Also die et donc müssen là, eine Hochqualifizierung ils haben. doivent les Auch travailleurs in der doivent avoir une Kategorie, certification also de sehr viel haute tension. Regulatorik, also Donc les tatsächlich règles, die les décrets sont très Batteriehersteller, importants. Donc nous avont la Regulierung der EU, directive des als auch batteries zum de Beispiel l'Union End Producer européenne, par Responsibility, exemple, also dass ou la responsabilité hinterher des kommerziellen Batterien utilisateurs. am Ende des Et Zyklus donc kümmern müssen, euh, als ouais, auch die également dans anderen le Direktiven. design déjà. Donc il y a plusieurs règles et directives, règlements et directives qui s'occupent déjà de ce sujet. Irgendwie funktioniert das mittelgut mit der Weiterschaltung, genau. Aber wenn man sich das nochmal Voilà, auf mais einer lorsque Wertebasis vous anschaut, ist es regardez aktuell oder heutzutage noch un sehr peu les stark so, dass détails, wenn il est un Batterien fait nach que dem lorsque les Abnehmen batteries, dann après la End of première Life sind vie, und hier sont à la ist bewusst fin auch de quasi vie, et donc là, Signalgestriche gewählt, on a damit clairement man dit, eben entre wirklich guillemets, einhalten puisque kann, eigentlich c'est eine sehr pas große fin de vie, puisqu'il y a, il reste, il y a quand wenn même diese dem encore une bonne Recyclingprozess capacité de zugeführt, reste. damit Ils vont entrer diese dans le nicht am processus Ende de verunreinigen recyclage, oder et donc nous savons que der c'est beaucoup Matthias hatte plus auch sehr viel efficace. über Mathias vient de le manuelle dire, Demontage du gesprochen. démontage Das sind auch manuel. extremere Arbeitsstunden, Donc là, nous die savons que benötigt cela demande beaucoup d'heures de gute travail Fachkräfte, pour die innerhalb des auch der ouvriers Produktion qualifiés sind, qui die ohne sont en Vollbetrieb manque nicht partout en Europe avec le salaire minimum. On ne keine pourra rentable pas faire Prozess cela. darstellen. Donc, ce Als n'est auch pas un das processus Packs rentable. in der Ganze Et nous avons gesteuert également werden, was auch noch sehr viel donc effizienter ist, auch im
la Schweizer destruction Feder hinterher qui n'est pas rauskommt. très bon parce qu'il y a toute cette masse noire qui Und sort. wenn wir Donc, uns das tout optimaler ceci n'est anschauen, dann pas deutet uns das optimal. Donc, so aus, si nous dass voulons natürlich vraiment gesamtheitlich optimaliser le processus, avoir la collecte, irgendwas le verändern oder tri, la etwas décharge et le verändern, dann sinnvoll démontage, sein kann, et um donc den là, Kreis zu schließen, nous Refurbishment, voulons Reusing, vraiment Remanufacturing zu ermöglichen, regarder cela, aber auch comment dann peut-on également Zusammenhalt avoir effizienter la zu steuern production, und dann d'avoir letztendlich an die une Rohmaterialien destruction ranzukommen. plus Genau, und propre également natürlich dans tout cela. gefördert sind Et donc die ici, Prozessschritte nous avons les différents individualisierend, also es ist ein sehr, processus sehr stark auf die avec lesquels Demontage, Semi- sur oder lesquels nous nous Endabnahme. concentrons. Par exemple, le démontage est très important Genau, pour also wenn nous, man sich mais das mal également anschaut, la wir haben remise gerade à neuf. da auch Donc, schon ein paar lorsque nous Kennzahlen regardons, nous avons déjà gehört, je entendu nachdem, was für ein quelques Typgebrauch ist, chiffres pour le démontage manuel. schwieriger. Also Selon was wir les jetzt auch batteries, mittlerweile c'est sehen, sind assez sehr, sehr viele difficile. Self-Pack Le risque est très Batterien, die difficile. einfach Donc, noch nous extrem avons stark les verklebt sind, so wie self-packs Tesla, qui wie sont auch très BYD. collés. Die brauchen Donc, ça, natürlich c'est très deutlich länger in der difficile. On a Demontage, besoin beaucoup plus de sind auch temps ein pour hohes le Risiko démontage dazu de ces batteries. Le und risque est sind einfach accru nicht et skalierbar von daher ganz on n'a günstig. pas Und vraiment das ist une anzugehen mit Hilfe von Robotics, une économie letztendlich mehr d'échelle Effizienzen zu pour heben, cela. Donc, il gemeinsam faut Aufwachsentwicklungsspielraum avoir ernehmen plus de und démontage robotisé einfach pour aus dem retirer l'homme de cette Arbeitszeitschutz zu denken équation et également und d'un diese point de vue Bereich einzubeziehen. ergonomique et Also protection du mit travailleur en tant Maschinen que hat man tel. einfach Et ein avec höheres les Skalierbarkeit, machines, also vous mit avez der de toute Macht der façon des Batterie. économies d'échelle beaucoup plus importantes Wir lorsqu'il haben s'agit uns d'un plus grand dafür volume. eine Donc, Plattform nous aufgebaut, avons die basiert auf créé une drei plateforme Core qui Pillars, wie est man es auf Englisch so schön sagt, hum, also drei Hauptsäulen. basé sur Das eine ist trois die Battery Library 10. piliers. Da werden alle Tout statischen Daten d'abord, mit la visuell bibliothèque angereicht des durch das batteries. Et Auswerten, donc um là, zum Beispiel on a digitale toutes les Twinne données aufzustellen. sur les batteries. Wie On sieht die essaie d'avoir des jumeaux Application der Welt, digitales. wie man die platziert, Nous avons und dann auch donc ensuite la couche de die Modelle angewandt l'application werden, um qui est donc letztendlich die toutes les procédures Robotics-Systeme mit sont den Robotern zu steuern und appliquées. Et die ensuite, nous avons le Demontage désemplage durchzuführen. In robotique jedem der pour Schritte gibt es dans dann chaque noch mehr, étape. werden noch mehr Daten On gesammelt, die utilise sicherlich et noch on effizienter collecte und encore plus effizienter de gestalten données können. pour avoir des Des processus encore Weiteren plus haben wir efficaces. auch Ensuite, uns nous ein avons Algorithmus également nos designt, um genau propres, für diesen Use Case désigner nos die propres richtigen an den Tisch zu legen. matériel Wir haben pour auch einen vraiment eigenen utiliser le meilleur matériel. Nous avons Rotating Table, der die travaillé Batterie entsprechend avec, par positioniert exemple, une table tournante einsetzt. qui positionne bien les robots, etc., selon l'étape Genau, hier sieht man dans le links, processus. ich weiß jetzt nicht, ob man das gucken Ici, kann, ganz schön à mit dem gauche, Roboter. vous voyez que Hier le eine Pinzerform. robot Genau, aber hier nimmt der Roboter reconnaît quasi per Sensor, la also es gibt eine Kamera, die auf donc, il dem y a une Robot caméra drauf ist, qui est wo attachée was au zu robot et beschrauben donc ist. Und hier kann le man robot dann auch détecte gut la taille et la einschrauben. forme Hier muss de man la aber sagen, vis et donc ils unser peuvent System ist bien so darauf dévisser. ausgelegt, Notre système dass der Roboter auch est erkennt, prévu wenn que le wirklich eine robot Schraube drin ist. Also der soll voit nicht également lorsqu'il n'y a zwanghaft versuchen, pas diese Schraube de zu vis, donc il entschrauben, ne was va gar nicht der pas Fall ist, essayer sondern der wird de einfach weiter dévisser s'il n'y a pas de durchprobieren vis, mit donc einem il va Operator, der sich continuer. dann per Et donc le travailleur Patient va Device auf avoir dem nächsten Interface dann une auch meldet. Genau, und rechts sieht man hier die un verschiedenen message Teile, die wir dans heutzutage auch machen l'interface. können. Et donc Das ensuite, ist nous avons également le aktuell nicht câblage. automatisiert, Pour weil l'instant, c'est pas encore die Wirtschaftlichkeit automatisé so puisque kurzfristig gegeben ist. Also l'économie, la wenn das rentabilité n'est pas encore ein donnée. Operator Lorsque innerhalb von c'est un Sekunden travailleur qui liefern peut kann, faire die cela Kabel pendant quelques abziehen, dann secondes, de macht das retirer für die les meisten Schritte câbles. keinen Sinn, Donc, dahin dans zu une gehen. première phase, une automatisation ne fait aucun sens. Genau, weiter im Text. Ensuite, je continue. Mal zurückgegangen. Entschuldigung für die Désolée, mais für ça, das comme Warten. Genau, aber hier c'est nochmal ein il y a toujours un Grundverständnis. décalage. Donc Also wir haben voilà, eine Linie für c'est größere notre Batterien, also alles démontage des größer batteries Batterien. au-dessus de Hier 2 schon größere kWh. Et donc Batteriesysteme là, vous avez dazu, déjà les différents systèmes de inklusive batteries qui sont eine démontés, Variante an avec également une variante de Batterien aus dem EV-Bereich, batteries aus dem Elektromobility-Bereich, du domaine des Batterien von voitures électriques, LKWs avec des als plus auch von grandes batteries, Bussen également de poids lourds und et de genau bus, auch Energy Storage et Systems etc. également des systèmes Genau, de und hier sieht man auch den Rotating Table, der captage sowohl auf dem Robot d'énergie. positioniert, als auch Et zum donc Beispiel là, ein le robot Schraubgerät est als positionné Accessoire vis-à-vis de la batterie et avec vraiment également un tournevis Die qui est Demontagelinie für kleinere démonté. Batteriepacks, die man auch Ensuite, mobil nous platzieren kann, avons die ist le auf 4 démontage des plus Prozessschritten petites batteries. zusammengestellt. Donc Also là, einmal nous mit avons Diagnostic 4 Step, étapes. Le dann gibt premier es den Opening System diagnostic, Step, wo nous das avons un Gehäuse système abgenommen wird. d'ouverture
voiture où on retire le couvercle. Ensuite, nous avons l'extraction des cellules avec l'ouverture des soudures et le diagnostic des différentes cellules. Nous travaillons avec pas mal de consortiums. Nous participons à pas mal de groupes de recherche, lambda, par exemple, là, nous essayons de voir comment nous pouvons encore utiliser l'intelligence artificielle, mais il y a encore d'autres projets où nous travaillons ensemble avec l'industrie, avec les instituts de recherche, etc. Genau. Wie sieht die Zukunft aus? Maintenant, l'avenir, pour l'instant, nous concentrons sur la ligne de démontage de batteries de véhicules électriques. Donc là, on essaie vraiment d'avoir une remise en état et également une réutilisation au recyclage des batteries pour retirer une plus grande partie de la composante humaine et de diminuer les risques. Et donc également, dans le sens de la directive des véhicules, on voit qu'une ligne de démontage X est également prévisible pour démonter toute la voiture et de pouvoir utiliser les matériaux qui se trouvent dans une voiture, mais également avoir un meilleur recyclage. Donc, la mise en marché, donc notre siège se trouve au Luxembourg. Nous avons notre centre de recherche et de développement et donc nous avons cette ligne de démontage qui a été ouverte en juin 2024. Dans les deux sites, nous avons le démontage qui est notre service qui est proposé. Nous avons également un site en Allemagne où nous avons des opérations commerciales. Et donc, nous pouvons également proposer le service de démontage. Nous avons nous sommes vraiment nous proposons des technologies qui vont donc notre lignes de démontage peuvent être proposées aux clients. Nous les montons, nous installons les lignes pour tout d'abord justement travailler les batteries qui ne savent plus, qui ne rentrent pas directement dans la production, mais également après le recyclage des véhicules. Et donc là, il y a pas mal d'utilisations très flexibles. Et donc ça, c'est le modulaire. Mais nous avons également le partenariat pour la circularisation avec tous les jours d'autres partenaires avec lesquels nous allons travailler avec Reuse, avec les recycleurs, mais également avec des vendeurs et des instituts de recherche, etc., etc. Voilà, je vais Genau, hier ist ein kurzer ici Höhenflug über unser Team. Oben sieht man unsere un aperçu de notre équipe avec Antoine et Xavier. Antoine qui est plutôt responsable du commerce, du côté commercial, et Xavier Cole qui est docteur, donc il est directeur plutôt technique avec plusieurs collègues. Nous avons 2 collègues qui viennent d'Amazon, où ils ont vraiment fait leurs preuves dans l'automatisation. Et donc, nous essayons vraiment d'avoir cette excellence que nous attirons chez nous pour avoir de nouveau des économies d'échelle et de rendre cette technologie possible pour le marché. Voilà, voilà la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je peux parler même en français, en anglais et bien évidemment en allemand. Merci pour votre écoute et votre Merci, attention. Katia. Donc, encore une autre présentation qui montre que la robotisation est indispensable pour le démontage des batteries. Donc, notre dernier orateur, et pas des moindres, Justo Garcia, qui va nous donner le point de vue de l'industriel sur la notion de recyclage de batteries. Justo, je te passe la parole. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais vous présenter les travaux qu'a réalisé donc Orano et donc dans l'optique de développer une industrie nouvelle pour le recyclage donc des batteries lithium-ion. Hop. Ah. Voilà. Hop.
Oula. Donc très rapidement, Orano, c'est un acteur du cycle du combustible nucléaire, un acteur mondial, et donc qui valorise, son objectif c'est de valoriser les matières nucléaires pour proposer de nouveaux services. Fort de son expertise et de son savoir-faire, et notamment en métallurgie, extraction, conversion, Orano a décidé de développer de nouveaux procédés, et notamment en lien avec les matériaux stratégiques dans l'optique de la transition énergétique, et proposer de nouvelles solutions pour la transition énergétique. Et donc, les nouveaux développements sont sur le recyclage des batteries, mais également la fabrication des matériaux de cathode, les précurseurs et les matériaux actifs de cathode. L'objectif pour Orano, c'est de créer et de contrôler une chaîne de valeur durable de recyclage des batteries, mais également de contribuer à la réindustrialisation européenne, mais surtout de pouvoir boucler la boucle, d'avoir une boucle fermée sur les matériaux, et pour s'adapter au futur développement des véhicules électriques. Le programme d'Orano aborde donc la production des matériaux de cathode, mais également le recyclage sur la chaîne de valeur des batteries. Donc, Orano est sur le recyclage avec deux parties, le pré-traitement et l'hydrométallurgie, mais également, et ce qui fait sens, c'est de pouvoir également fabriquer les matériaux de cathode qui vont incorporer des matières recyclées, et donc pour pouvoir se conformer aux directives européennes, mais également pour pouvoir préserver les ressources primaires. Bon, ça a été dit, des prévisions prometteuses pour le recyclage des batteries. Effectivement, un besoin pour la mobilité électrique, même s'il y a un certain ralentissement qui a été noté ces derniers mois, il y a quand même des perspectives de croissance des ventes de véhicules électriques. À terme, le recyclage des batteries en fin de vie. Mais avant, et ça a été noté par mes prédécesseurs, c'est effectivement d'abord, on a un stock pour approvisionner le recyclage par les scraps, les rebuts de production, qui effectivement au démarrage des usines en Europe sont assez importants, mais qui à partir de 2030 sera remplacé par effectivement les véhicules de fin de vie. Donc, le recyclage aujourd'hui, c'est avec deux sources d'approvisionnement, les rebuts de production et les batteries fin de vie. Alors, l'intérêt du recyclage, bon, je ne vais pas, je vais pas rester trop longtemps là-dessus. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est une réduction des CO2, réduction également de la consommation énergétique, avoir une chaîne d'approvisionnement plus éthique, et puis également sécuriser l'approvisionnement en matières premières, et préserver les ressources naturelles. Et donc, effectivement, également répondre aux exigences réglementaires. Le règlement batterie en Europe qui impose réincorporation de matières recyclées à horizon 2031, 16% par exemple sur le cobalt, et 26% en 2037. Mais également le Critical Raw Material Act, qui est important pour l'industrie, avec la volonté que la consommation de matière, 25% au moins de la consommation de matière soit issue de recyclés. Je voulais introduire, avant d'introduire le procédé d'Orano, je voulais introduire les procédés de recyclage, mais ça a été dit, donc effectivement, il y a aujourd'hui, on va dire, trois grandes voies de recyclage: l'hydrométallurgie, le process hydrométallurgique, pyrométallurgie, qui combine en général également un peu d'hydrométallurgie, et la voie directe. Donc ça a été dit ça a été très bien dit par mes prédécesseurs, donc je ne vais pas développer plus en avant. Le procédé Orano part des modules fin de vie ou des scraps de production. Donc, à partir des modules de fin de vie, on réalise une première étape de pré-traitement qui est en deux étapes: désactivation, donc en toute sécurité, de ces modules. Donc, on n'a pas de traitement thermique, on n'a pas de production de gaz, et donc on n'a pas de risque d'explosion. Donc, d'un point de vue sécuritaire, on améliore le procédé. Et ensuite, après, on réalise des découpages et séparation de tous les différents éléments, et notamment le graphite qui va être séparé dans les premières étapes de la matière active. On va avoir une matière active de très bonne qualité avec
peu d'impuretés et on a retiré la majorité du graphite. Et donc, on va réaliser des opérations donc, hydrométallurgiques, on va dire classiques, avec l'objectif de récupérer donc, les différents sels de métaux d'intérêt donc, qui composent la matière active de cathode. Et ensuite, on a l'objectif, c'est de réincorporer ces matières recyclées dans les nouvelles fabrications, donc pour fabriquer des précams et des cams. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des productions de ces matériaux en Europe, qui incorporeront effectivement des matières recyclées. Quelques éléments sur le procédé innovant de pré-traitement. Donc, comme je le disais, donc, il est composé de différentes étapes, donc avec une désactivation en toute sécurité des modules. Donc, on désactive dans un environnement, un liquide très spécifique qu'on a développé avec notre partenaire, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et ensuite, après, on a différentes étapes de séparation de la matière. On va séparer les différents composants, on va récupérer l'électrolyte, donc les casings aluminium, donc le graphite, comme je le disais. Et ensuite, après, effectivement, on obtient deux voies. On obtient une voie pour le graphite qu'on pourra purifier et valoriser, et la voie de black mass avec de très haute pureté. Et donc l'avantage de ce procédé en différentes étapes, c'est qu'il peut recevoir à différentes étapes les différents types de scrap, et notamment, enfin, des rebuts de production, puisqu'effectivement, notamment, donc, certains rebuts de production n'ont pas besoin d'être désactivés, puisqu'effectivement, ils n'ont pas d'électrolyte, n'ont pas non plus été en charge. Donc, bon, très rapidement, donc, qui montre l'intérêt, mais je l'ai dit, donc l'état de désactivation aujourd'hui, c'est un goulet d'étranglement. Et donc, effectivement, la première partie du pré-traitement est assez importante. Et donc, notre procédé, donc, qui n'est pas... aujourd'hui, il y a plusieurs procédés qui existent, le traitement thermique, traitement cryogénique, mais également des coupes dans des gaz inertes. Mais notre procédé, c'est donc une désactivation chimique dans un bain spécifique. Et donc, l'avantage, c'est qu'on n'altère pas les matériaux, on ne transforme pas les composants de nos batteries. Aujourd'hui, notre procédé est au stade pilote. Donc, on a un pilote qui est installé au CIM, notre centre innovation en métallurgie extractive, qui est dans le centre de la France. Et donc, on a ces pilotes qui sont actifs. Donc, le pilote de désactivation et d'accès à la matière, donc, qui peut traiter un peu plus de 50 modules par jour, suivi donc de la séparation des différents composants et la récupération du graphite. Donc, séparation du graphite des matériaux de cathode et des autres composants, puisqu'on peut également récupérer effectivement les plastiques, les cuivres. Et donc, on atteint des taux de récupération du graphite et du NMC qui sont supérieurs à 90%, et donc avec des taux avec des niveaux d'impureté très, très faibles. Et ensuite, après, on a la phase de tri secondaire qui est pour la séparation physique du cuivre, de l'aluminium, des plastiques et des autres composants, autres que le graphite et les matériaux actifs de cathode. Quelques mots sur le procédé hydrométallurgique. En fin de compte, on a plusieurs voies de procédé. Donc, le premier, qui est la résolution to salt, donc c'est le procédé qui va, on va dire, conventionnel, puisqu'on va par plusieurs étapes donc lixiviation, ensuite après de séparation liquide-liquide et cristallisation, obtenir des sels sous forme sulfate, donc des composants de la batterie. Et on a la voie plus innovante qui est la résolution tout précam, qui va directement, après l'étape de leaching, de lixiviation pardon, et de récupération, précipitation des impuretés, on va purifier cette solution et qui va être directement utilisée dans la fabrication des précams. Donc, on simplifie le procédé et on permet ainsi de s'affranchir des étapes de mise en solution, enfin de séparation des différents composants. Et une solution qui est plus au stade de R&D, qui est la régénération par la voie directe, la régénération des matériaux de cathode qui a été évoquée par
mon prédécesseur, qui aujourd'hui pour nous est une phase qui pourrait être intéressant, effectivement plutôt sur les matériaux issus, enfin issus des, pardon, des composants, des rebuts de production, pardon. Je vais y arriver. Voilà quelques éléments voilà, sur nos équipements et donc les essais que l'on a réalisés. Donc production donc, des batteries, des sets de grades batterie à partir de black mass et donc après extraction, solvant et cristallisation. Donc là, quelques résultats qui montrent effectivement qu'on a produit une NMC 811 à partir de sels recyclés et on a vérifié ses performances, on a caractériser ses performances électrochimiques et comparer par rapport à des matériaux commerciaux. Et on obtient des performances qui sont assez proches. On a encore quelques petits ajustements, mais on est assez confiant sur la possibilité de fabriquer des matériaux, des nouveaux LMC à partir de sels recyclés. Sur la voie, donc c'était la voie par rapport aux sels séparés, et donc la voie directe, donc la synthèse de précam à partir d'une solution purifiée. Donc les sels métalliques ne sont pas séparés, comme je l'avais dit. Donc la solution est purifiée pour retirer toutes les impuretés métalliques et on a fait un ajustement stoichiométrique de la solution pour obtenir le précam cible. Et les résultats sont assez intéressants. Pour résumer, donc, on va dire quatre éléments clés de notre procédé, 4 faits majeurs. Donc la désactivation donc en toute sécurité des modules avec un procédé innovant. 2, on récupère le graphite dans un flux séparé qui nous permet ensuite d'être purifié et régénéré. Et donc on a fait des premières performances électrochimiques qui ont montré de bons résultats. On a, troisième élément majeur, c'est on a récupéré, notre procédé nous permet d'obtenir une black mass de très bonne qualité concentrée en matériaux actifs grâce à la récupération du graphite en amont. Et enfin, le procédé hydrométallurgique permet de récupérer les sels métalliques sous forme sulfate de qualité batterie pour permettre une refabrication de matériaux à partir de recyclés avec des performances équivalentes. Donc voilà quelques vues de notre pilote donc à Bessines-sur-Gartempe. Donc les deux pilotes de pré-traitement et le pilote hydrométallurgique avec des équipements assez importants et donc qui aujourd'hui donnent des résultats et nous permettent de continuer à valider le procédé et également qui nous donnent des éléments pour passer à la phase industrielle. Donc la phase industrielle, c'est le point qui suit. Donc aujourd'hui, on a déjà sélectionné un site pour l'implantation des usines, donc à Dunkerque, dans le nord de la France. Et donc ce sera une nouvelle pièce dans la vallée de la batterie, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Donc le site sélectionné accueillera 3 usines. Une usine donc par Neomat, qui est le nom de notre joint venture avec XTC New Energy. Et donc une usine de précam et une usine de cam. Et ensuite une usine de recyclage Orano. Mais ce site sera également doté d'un centre de R&D et de bâtiments administratifs. Donc l'objectif, c'est de fabriquer, donc de construire les usines de précam et cam de capacité chacune de 40 et qui passeront à 80 000 tonnes de matériaux actifs de cathode, et le recyclage de réaliser, pouvoir permettre le raffinage de plus de 20 000 tonnes de black mass. Le calendrier, très rapidement, donc la première usine qui devrait être opérationnelle en 2027, donc c'est la fabrication de matériaux de cathode. La deuxième, concomitamment à l'usine de recyclage, de raffinage, sera l'usine de précam, donc à l'horizon 2028, et le pré-traitement sera à l'horizon 2027-2028. Aujourd'hui, on a eu un petit décalage sur la partie recyclage, puisque le marché aujourd'hui n'est pas encore assez mature. Donc, ce qui nous permet, nous, de consolider nos études pour les études de conception des usines.
quelques vues très rapides, donc les unités de pré-traitement et les unités Minute. hydrométallurgiques. Oui. Ouais, Oui, minute. eh ben, je vais bientôt finir. C'est parfait. Donc, les unités de pré-traitement seront de petite capacité pour être, placées au plus proche des centres de collecte et donc de réduire également comme ça le transport de gros éléments et de batteries vers un centre unique. Donc, on aura plusieurs centres disséminés et en usine donc, hydrométallurgique qui sera sur Dunkerque. Voilà très rapidement, donc le recyclage offre de vraies solutions pour renforcer la sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne, ce qui va réduire la vulnérabilité sur les matières stratégiques, tout en développant donc une industrie de recyclage. Et puis Orano souhaite contribuer et contribuera à l'ambition de l'Europe pour le recyclage de ces matériaux stratégiques. Voilà donc un résumé de nos activités. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter ou aller sur les sites pour obtenir des informations. Voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup. Julio, je vais profiter pendant que j'étais sous la main parce que j'ai une question pour toi. Oui. Donc, de Mathéus qui dit merci pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez préciser comment le graphite est récupéré? Plus spécifiquement, comment vous vous débarrassez des liants polymériques en amont? Alors moi, je ne suis pas un expert, mais effectivement, l'avantage de notre procédé, c'est qu'effectivement, on a comment dire, on sépare en amont les différents composants. Donc, effectivement, on va séparer l'électrolyte de la matière active et du graphite dans les premières étapes. Et ensuite, après, effectivement, on va pouvoir récupérer le graphite. Donc, on va être dans un milieu liquide et qui va nous permettre ensuite de faire la séparation des différents composants. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Bon, déjà, je ne suis pas un fin connaisseur, mais il y a des éléments un peu confidentiels qu'on ne peut pas, dévoiler. Voilà. Donc voilà, j'ai une autre question, mais je ne sais pas à qui s'adresse. Qu'en est-il de la récupération des matériaux pour les électrodes? C'est pas nécessairement à toi, Justo, mais s'il y a d'autres experts dans la salle qui peuvent répondre à cette question. Elle n'est pas très précise, je ne comprends pas trop la question, mais... Je pense que la récupération des matériaux, des électrodes, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce domaine? Pas nécessairement Justo, mais s'il y a quelqu'un qui peut répondre. Je peux peut-être répondre? Ouais, s'il te plaît. Oui. Bon, effectivement, on n'a pas parlé de cette voie-là, mais il y a une autre voie qui est la régénération. Donc la régénération des matériaux. Donc il y a une voie, c'est l'hydrométallurgie, on l'a compris, on dissout. L'autre voie, on régénère les matériaux, et ça, c'est plutôt une voie qui est intéressante pour des matériaux qui sont peu chers, comme la LFP. Donc il y a des travaux qui s'intéressent à relithier la LFP usagée, je dirais, pour pouvoir ensuite la régénérer et retrouver ses propriétés. Mais c'est loin d'être évident parce que les matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion nécessitent de bien contrôler la morphologie, la surface et le taux de pénétration du lithium à l'intérieur du matériau. Donc il y a des travaux actuellement, mais voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est une voie qui est intéressante, notamment pour la LFP. D'accord. Je voudrais remercier tous les intervenants d'avoir consacré leur temps précieux pour pour nous éclaircir sur le recyclage des batteries. Donc, je vais passer la main à Amina qui va clôturer cette session de webinaire. Merci à tous et à bientôt. Merci Marcel et en effet merci à tous les intervenants. Donc pour rappeler, Justo Garcia de la société Orano, Rebecca Zou de Circulion, Alexandre Chagne de l'Université de Lorraine, Fanny Lambert de l'Université de Liège et Gilles Philippot de l'Université de Bordeaux. Donc merci à vous tous. Merci Yvonne Merleux de l'Umwelt Campus Birkenfeld d'avoir co-organisé ça avec nous. Merci également à Alexandre Folmer qui est à Grand Test Développement, anciennement Grand Innov Plus, qui nous a soutenus également pour ce webinaire. Merci à Interreg, merci à toute l'équipe du Carnot ICL également. Et merci à Quentin qui est derrière
tout ce webinaire et qui nous aide pour la partie technique. Donc Quentin de l'entreprise LearnEnse qui nous a aidés et merci également aux traducteurs. Voilà, merci beaucoup. Passez à tous et à toutes une très bonne journée et puis à bientôt pour de nouveaux événements Creator Game Plus.